Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous, public endiablé, bonne année, bonne santé 2023. Et oui, nous reprenons notre cycle des émissions de radio Parlons laïcité pour encore une belle année. Aujourd'hui, nous allons avoir un invité exceptionnel, Thierry Mesny. Thierry, qui est le délégué aux questions laïques de l'Association des libres penseurs de France. On va pouvoir l'entendre pendant une petite heure, comme habituellement, pour nous présenter un petit peu ce sujet. Qu'est-ce que c'est la pensée libre? Et puis, on a notre dessinateur favori, Jean Cry, qui est dans le public et qui, je vois, a déjà commencé à manier du stylo pour nous faire de magnifiques caricatures que nous pourrons voir pendant la seconde heure de l'émission. Et puis, en attendant, Thierry, merci beaucoup d'être venu et on te laisse la parole. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Jérémy, je te remercie de cette invitation pour présenter et parler de la libre pensée ou la pensée libre. Effectivement, on a fait un petit jeu de mots sur l'intitulé de l'émission de ce soir. Alors, je vais essayer de développer, pendant le temps qui m'est donné, les grandes lignes pour présenter la libre pensée, pour essayer de comprendre et arriver sur l'actualité, du moins sur ce qui se passe en France autour de la libre pensée. Alors, la libre pensée, il faut distinguer deux choses. Une première chose, c'est effectivement un courant philosophique qui remonte à assez loin dans l'histoire de la culture et de la philosophie, mais que je ne ferai remonter, dans le cas français, qu'à partir du XVIIe siècle. On peut toujours aller chercher dans l'Antiquité, on peut toujours aller chercher dans le Moyen-Âge des libres penseurs, mais je pense que le moment important qui montre que ça démarre vraiment, c'est le XVIIe siècle, avec un mouvement intellectuel que l'on appelle les libertins érudits. Alors le terme de libertin, malheureusement, a été dévié de son sens premier. On peut dire qu'il a été dévié dans une direction plutôt de liberté sexuelle, qui est aussi un des éléments de la libre pensée, ne l'oublions pas. Alors ces libertins érudits, ce sont des personnes comme Étienne Dolé, Cyrano de Bergerac, Saint-Évremont, même un auteur comme Molière en fait partie. Si vous regardez sa pièce, le Don Juan de Molière est une pièce d'un libertin qui remet en cause les questions religieuses, la bienséance sociale avec la question du mariage, puisque vous le savez, il courtise les femmes abondamment et leur propose à tout bout de champ, d'une certaine façon, le mariage. Donc, les libertins érudits, c'est un moment assez intéressant dans la culture française parce que vous avez quand même le poids énorme de l'Église catholique en France et se développe à côté un courant intellectuel porté par des intellectuels, certains des intellectuels de cour, Molière par exemple, d'autres qui sont des intellectuels plutôt marginaux, mais qui ont quand même une certaine audience, et ce qui prouve qu'à l'intérieur du mouvement de la culture française, il y a déjà cette interrogation par rapport à la libre pensée, avec un désir de sortir du carcan religieux. Alors ces libres penseurs, dans certains cas, sont protégés. J'ai donné l'exemple de Molière. Dans d'autres vont avoir des difficultés. Je pense à Étienne Dolé, qui sera quand même martyrisé, qui sera supplicié. Je rappelle que à Maubert Mutualité, il y avait une statue pour Étienne Dolé que malheureusement le régime de Pétain a fait fondre.
et que les dernières municipalités n'ont pas jugé bon de redresser à nouveau. Alors ces libertins érudits, effectivement, ils ont une qualité, c'est-à-dire qu'ils sont érudits, ils sont cultivés. Je dirais c'est aussi leur défaut, au sens qu'ils s'adressent à un public cultivé, à un public qui a déjà les lettres qu'il faut. Dans la situation du XVIIe siècle, ça se comprend. Nous ne sommes pas du tout dans une situation où la culture scolaire que nous connaissons se diffuse. Elle n'existe pas, pour ainsi dire. Mais néanmoins, le travail qu'ils vont faire est un travail important, le soubassement de cette réflexion qui sera menée par la suite par d'autres philosophes. Donc je ne vais pas m'étendre trop sur ces libertins érudits, c'est simplement pour que l'on garde à l'esprit cette appellation, parce que ceux qui réaliseront d'une certaine façon, et le porteront beaucoup plus loin, le mouvement des libertins érudits, ce sont les Lumières. Les Lumières françaises, qui ont une particularité par rapport aux Lumières anglaises et aux Lumières allemandes, les Lumières françaises vont allègrement piocher, se servir à l'intérieur de ce qui a été déjà développé par les libertins érudits. Alors maintenant, on va rapidement regarder comment se composent les Lumières françaises. Les Lumières françaises se composent de deux grands blocs, si on peut dire. Un bloc déiste, c'est-à-dire un bloc qui pense qu'il y a une force surnaturelle, une force qui organise les choses. Nous avons dans ce cadre-là Voltaire, qui est un déiste revendiqué d'une certaine façon, Rousseau aussi d'une certaine façon, voilà. Et un personnage qui pour ma part est un personnage charnière, c'est Diderot. Pourquoi ? Parce que Diderot commence du côté du déisme et finira du côté du matérialisme et de l'athéisme. C'est quelqu'un qui aura un parcours intellectuel assez intéressant. On regarde le début des œuvres de Diderot et les œuvres de fin de vie, d'une certaine façon. On a un parcours qui va du déisme au matérialisme, et un matérialisme assez profond. Le matérialisme ressurgira par la suite sous une autre forme. Ensuite, nous avons un certain nombre d'autres philosophes qui ont été mis un peu de côté. Je pense à Helvétius, à Lamétrie, à d'Holbach, qui tous, eux, revendiquent un vrai athéisme et un matérialisme conséquent. Il faut le savoir, à l'intérieur des Lumières, il y a des bagarres entre ces groupes. Voltaire décroche souvent des flèches à ces mouvements-là, mais n'empêche, ils participeront tous à l'encyclopédie. D'Holbach est un de ceux qui écrira, par exemple, l'article charbon de l'encyclopédie, ainsi que d'autres articles très scientifiques, très appuyés sur la science et l'industrie. Helvétius et Lamétrie, ne l'oublions pas, apporteront des pierres à l'édifice médical et autre chose, c'est extrêmement important. Donc nous avons là un ensemble qui effectivement n'est pas premier au moment des Lumières, mais qui participera sur le long terme de l'établissement de cette pensée rationaliste qui se mettra en place après les Lumières. Je ferai une petite parenthèse pour que nous n'oublions pas Condorcet. Pour quelle raison Condorcet ? Parce que Condorcet est un scientifique, c'est un mathématicien, c'est quelqu'un qui va penser dès la période des Lumières, même si c'est une période plutôt tardive, puisque Condorcet, on l'associe à ce qui s'appelle les secondes Lumières, c'est-à-dire celles qui débuteront un peu après la Révolution française. Condorcet met en place les idées de l'instruction publique, de l'égalité entre hommes et femmes par rapport à l'instruction, de la nécessité de programmes scientifiques d'apprendre des choses justes et vraies, et pas forcément des mythes, si on peut s'exprimer ainsi. Donc Condorcet, victime de la terreur, nous le savons, bon, mais ça c'est un des aléas de la pensée politique, de l'activité politique, est quand même quelqu'un qui a organisé et mis en place le système scolaire, il l'a pensé tel que nous
l'avons encore actuellement, même s'il a été pas mal transformé depuis. Donc le mouvement des Lumières est un mouvement extrêmement important. D'une part, il fait la synthèse de ce que les libertins érudits avaient avancé, mais en élargissant le propos, les libertins érudits se sont beaucoup battus contre la religion. Les Lumières se battront contre la religion, mais aussi pour d'autres choses, et en particulier dans toute la partie progression des sciences, progression du savoir, progression de la connaissance. Ne l'oublions pas, l'encyclopédie, c'est avant tout quelque chose qui fait la synthèse des savoirs techniques, scientifiques, intellectuels de son époque. C'est un outil formidable. On l'oublie trop souvent. La meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de regarder les planches de l'encyclopédie, qui sont de magnifiques planches sur des savoir-faire techniques qui existaient déjà. Il ne faut pas croire que tout est né au XIXe siècle, ça existait déjà, et qu'il développe. Je vais arrêter sur la question des Lumières, parce que celle-ci va se développer dans une deuxième partie, qui est la partie qui se met en place à partir de 1850, qui est la pensée scientifique et rationaliste. Donc il faut le savoir, à partir du moment où nous avons eu la Révolution française, il y a la Révolution industrielle, avec les énormes bouleversements que cela apporte, bouleversements sociaux, bien évidemment, bouleversements dans aussi la capacité que l'homme a à maîtriser son environnement technique, naturel et autre chose. C'est là où naissent tout un ensemble de découvertes. Et il faut le savoir, je citerai 3 noms qu'il faut avoir à l'esprit. Ces 3 noms vont irriguer la libre pensée en France. Bien évidemment, Darwin, la question du darwinisme, qui va être un coup de tonnerre dans les certitudes que nous avions, au sens que l'homme est issu d'une évolution, d'une transformation. Il n'est pas né, comme dit la Bible, tout fait, si on peut dire, d'une certaine façon. Ensuite, il y a un autre penseur qu'il faut avoir à l'esprit, un penseur français qui, pour ma part, est très important, c'est Claude Bernard. Claude Bernard est la médecine expérimentale. Une médecine qui va s'interroger sur le fonctionnement du corps ou son dysfonctionnement. Le corps composé d'organes, l'organe ne fonctionne pas bien, c'est qu'il y a un problème avec toute la dimension expérimentale. Et bien évidemment, dans ce courant-là, il y a le positivisme français, qu'il n'est pas du tout négligeable, même si une certaine dérive scientiste peut être critiquée. Cela ouvrira la porte, par exemple, à des recherches telles que les recherches de Pasteur. Pasteur est quand même un penseur extrêmement intéressant, un savant, catholique pratiquant, ne l'oublions pas, mais néanmoins qui dit « mes croyances s'arrêtent à l'entrée de mon laboratoire ». C'est-à-dire que quand je regarde quelque chose, c'est les faits, c'est ce qui se passe. Ne l'oublions pas, Pasteur n'est pas médecin, Pasteur est chimiste. Ce qui sera d'ailleurs un vrai problème pour lui, parce qu'il devra se battre contre la faculté de médecine qui n'admet pas ses découvertes, jusqu'au jour où la preuve est démontrée, vous le savez tous. Donc voilà les 3 courants philosophiques, résumés rapidement bien évidemment, qui vont irriguer la libre pensée en France, mais nous pouvons constater la même chose dans 2 grands pays proches. L'Angleterre, il se passe à peu près la même chose. Darwin est anglais, ne l'oublions pas. Et en Allemagne, il se passe aussi la même chose. Dans la situation allemande, il se passe aussi la même chose. Il y a à un moment donné un fort mouvement de libre pensée en Allemagne, dans des conditions politiques tout à fait différentes de la position, de la situation française. Alors maintenant, je vais laisser de côté le courant philosophique, je vais parler de la libre pensée en tant qu'association militante, si on peut dire. C'est-à-dire on constate, à un moment donné, que se développent en France des associations qui se battent pour la libre pensée. Ces premières associations naissent en 1848.
On l'oublie beaucoup parce que 48 est un mouvement important. La révolution de 48 est une vraie révolution qui a été brutale, violente, avec une répression qui est pas aussi forte que celle de la Commune, bien sûr, mais une vraie répression. Et se met en place à l'époque, dans l'idée républicaine qui est sous-jacente, tout un travail de desserrer le carcan religieux qui enveloppe la France. On verra pourquoi et comment elle l'enveloppe et de quelle façon. Alors, nous pouvons constater qu'il y a à peu près... Il y a plusieurs phases dans l'histoire de la libre pensée. Donc une première phase qui va de 1848 à 1871. Une phase sur quelques individus, un peu souterraine, difficilement mise en réseau, hein, si on peut parler comme maintenant, c'est-à-dire des personnes un peu isolées, mais qui, d'une certaine façon, ont déjà la conscience que le poids clérical, il faut essayer de le desserrer, il faut essayer de s'en écarter. Donc on a cette première phase, 48-71. 71 est un élément important, pour une raison très simple, c'est que effectivement la Commune de Paris, dont on a fêté les 150 ans, chichement, si je peux me permettre cette réflexion, la Commune de Paris va effectivement mettre en place l'école obligatoire, séparer l'Église et l'État, arrêter le budget des cultes et tout un ensemble de choses, de mesures qui, ne l'oublions pas, seront reprises par la Troisième République, avec peut-être une méthode différente, mais une méthode plus efficace pour arriver à ses fins. Alors, donc première phase, 48-71. Une deuxième phase qui démarre en 71, qui va, pour ainsi dire, de 71 à 1914. Je dirais que cette deuxième phase, c'est la grande phase de la puissance de la libre pensée. La libre pensée développe des sections dans chaque département, développe des sections dans beaucoup de grandes villes. Il y a vraiment beaucoup d'adhérents. Des journaux sont publiés. Ils sont très vigilants sur certaines choses. Ils dénoncent. Vous prenez un journal qui s'appelait l'Anticlérical, hein, au nom très clair du fait. Quand vous relisez ce journal des années 1880, vous avez déjà la dénonciation des turpitudes sexuelles du clergé catholique. Je dirais, ils n'ont rien inventé. Hein, on les a. Avec des jugements, hein, c'est ça qui est incroyable. On les a. Vous avez un article, Monseigneur machin, ceci, cela. Bon. Alors, pourquoi des belles heures? Parce qu'il va se passer plusieurs choses. Donc, premièrement, l'arrivée de la République, de la Troisième. Les libres penseurs sont tous des républicains. Il n'y a pas d'exception. Ils ne sont ni bonapartistes, ni royalistes. Ils sont républicains. Donc un accueil clair et net sur cette question. Ensuite, le grand mouvement où ils vont beaucoup se battre pour la question de la fameuse séparation. C'est-à-dire la fameuse loi que nous aimons tant de 1905 de séparation des églises et de l'État. Mais en même temps, je vais quand même à un moment donné revenir sur les débats qui sont à l'intérieur de cette libre pensée. Il y a un débat qui est simple, ceux qui sont encore pour le concordat et ceux qui veulent la séparation. Pourquoi y a-t-il un certain nombre de républicains et de libres penseurs qui sont pour le concordat? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a à l'intérieur du concordat napoléonien une contrainte politique de contrôle de l'Église catholique qui était appliquée, en tout cas sous l'Empire, beaucoup moins sous la Restauration et beaucoup moins sous Napoléon III. Mais il faut le savoir, un évêque ne pouvait pas sortir de son diocèse sans l'autorisation du préfet. Donc il y avait quand même un outil de police des cultes que certains républicains considéraient comme intéressant. Mais il faut le savoir, tout dépendait du pouvoir que l'on avait.
C'est-à-dire que si on avait un pouvoir qui était plutôt proche des religieux, il leur donnait plus d'argent, il augmentait les salaires, il facilitait certaines choses, il leur donnait de plus en plus de possibilités. Donc c'était un système à deux facettes. Si vous aviez un pouvoir fort, anticlérical, ça vissait, mais si vous aviez un pouvoir qui, lui, était au contraire appuyé sur le clergé, comme nous en avons connu, je pense en particulier à Napoléon III, mais à MacMahon aussi à un moment donné, vous aviez l'effet contraire. Donc, globalement, les libres penseurs vont se retrouver autour de la loi de séparation. Alors, cette loi de séparation, elle est extrêmement importante. On y reviendra un peu plus tard. Je reviens un petit peu sur les périodes. Donc, la belle période, 1871-1914. C'est la période des victoires. C'est la période, la mise en place de l'éducation, de l'instruction publique, la loi de 1905, la mise au pas du clergé français, il ne faut pas l'oublier, en n'oubliant pas qu'il y a une période extrêmement importante, un événement extrêmement important, qui est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus va faire prendre conscience de certaines choses importantes. Et je vais là je vais faire une sorte de parenthèse pour comprendre le combat de la libre pensée à ce moment-là. La libre pensée, effectivement, le dit très clairement, est anticléricale. Elle est anticléricale, c'est-à-dire qu'elle va lutter contre ce clergé nombreux, important, disséminé dans la société et qui a des points d'appui très importants dans la société. Donc, lutter contre le cléricalisme, c'est lutter contre cet encadrement de la société par le clergé. Je vais donner quelques exemples où le clergé est très présent. Nous avons bien évidemment l'instruction, l'école. Le clergé est très puissant, que ce soit au niveau primaire, que ce soit au niveau secondaire et des lycées, que ce soit même, il ne faut pas l'oublier, le clergé qui regarde du côté de l'université, qui aimerait bien pouvoir avoir son mot à dire, c'est ce qui se passe sous Louis-Philippe, c'est ce qui se passe au début de Napoléon III. Donc nous avons un clergé qui s'appuie fortement sur l'instruction, sur les écoles qu'il possède. Alors, pour quelles raisons ? Nous avons deux raisons très claires qui expliquent cela. La première raison, c'est qu'effectivement, la bourgeoisie voltairienne, c'est-à-dire cette bourgeoisie qui s'est quand même éloignée de la religion, qui a quand même en tête la pensée et les réflexions de Voltaire, a eu tellement peur des rouges qu'ils étaient prêts, alors les rouges, c'est un terme générique, mais bon, du peuple, si on peut dire, qu'ils étaient prêts à toutes les associations pour essayer de maintenir le peuple, de le contrôler d'une certaine façon. Donc, l'école. Ensuite, le clergé, il voit son intérêt. Parce que c'est à l'école que l'on peut continuer à distiller les pensées religieuses. Avec des prières le matin, des choses à faire tout au long de la journée, tout un ensemble de choses. Donc il y a un encadrement scolaire, il forme quand même, et en même temps un encadrement religieux. Ça nous paraît inconcevable, mais imaginez qu'on faisait commencer quand même la classe par la prière ou des choses comme ça. Donc l'école. Maintenant, allons un peu plus loin. C'est là où les républicains vont être malins, intelligents. Les lois de 1881, de 1882 concernant la laïcisation de l'école est le premier acte de la loi de séparation. Premier acte qui repose sur deux choses. Première chose, on ne naît pas citoyen. On doit être formé au métier de citoyen. Pour être formé au métier de citoyen, il faut savoir lire et écrire, compter, avoir des connaissances sérieuses
démontrés scientifiquement, qui permettent à l'esprit de se diriger. Il ne s'agit pas d'endoctrinement, il s'agit de donner des outils rationnels pour apprendre à penser clairement. Je vous invite à regarder les programmes de l'instruction publique et les programmes du certificat d'études. Je ne suis pas sûr que certains réussiraient le certificat d'études, le niveau était élevé tout de même. Alors en sachant très bien que l'instituteur ne présentait pas forcément tous ses élèves au certificat, il ne faut pas se faire trop d'illusions, mais il y avait quand même une exigence pédagogique. Premier point, on forme des citoyens. Deuxième point, le citoyen est libre. Donc on ne va pas l'endoctriner dès le plus jeune âge par des histoires religieuses. C'est son choix. C'est un choix des familles. C'est un choix personnel. Mais ce n'est pas à la République, ce n'est même pas l'État, ce n'est pas à la République de dire aux citoyens « tu dois croire telle et telle chose, tu dois faire telle et telle démarche pour ». Ça ne regarde que les individus. Donc la première étape que met en place Jules Ferry, c'est effectivement de donner les moyens à la République d'avoir des citoyens éclairés qui sauront prendre les bonnes décisions au moment du vote. L'école. Deuxième point où la religion est très présente. L'hôpital. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a, vous avez une très bonne trace quand vous allez à Paris, l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, c'est le grand hôpital tenu par les ecclésiastiques à Paris. Sauf que cet hôpital va être confronté, c'est pour ça que j'ai cité Pasteur et Claude Bernard, à la modernisation de la médecine. Une médecine qui n'utilise pas des remèdes de charlatans, mais qui commence vraiment à soigner. Premier point. Deuxième point, le personnel clérical qui encadrait l'hôpital n'avait aucune formation médicale. Les infirmières n'avaient aucune étude d'infirmière pour une raison très simple, c'est que les écoles d'infirmières n'existaient pas. Et c'est un aliéniste dont j'ai oublié le nom qui a créé les premières écoles d'infirmières en France, en recrutant des femmes à qui il donne une formation et à qui il va donner un diplôme. On n'imagine pas la révolution que c'est cela, d'avoir amené par un enseignement technique spécifique à créer un corps d'infirmières dont tous les jours nous avons besoin. Et ça, il ne faut pas l'oublier, ça s'oppose directement au clergé. Le clergé reprochera, dans des phrases assez célèbres, « Vous soignez les corps, mais vous ne soignez pas les âmes ». D'accord, écoutez, on vient à l'hôpital pour soigner le corps. La question de l'âme, ça se fait autre part. En tout cas, ça ne se fait pas à l'hôpital. Ne l'oublions pas. On l'oublie un peu trop dans l'histoire française. Il s'est passé, par rapport à la médecine française, un mouvement extrêmement intéressant à partir de 1850. Si on a une grande médecine en France, c'est grâce à cette révolution médicale qui a eu lieu dans les années 1850 et qui ne fait que de se prolonger, bien sûr. Rien de comparable à ce qui se faisait à l'époque et ce qui se fait maintenant. Mais même si le mouvement médical est une bourgeoisie souvent pratiquante, ne l'oublions pas, mais en même temps qui garde les pieds sur terre par rapport à la santé, par rapport au fait de vouloir soigner les individus. Et là, nous avons une révolution extrêmement importante, souterraine d'une certaine façon, qui gagnera du terrain et qui est encore présente maintenant. Le deuxième point qu'il ne faudra pas sous-estimer, c'est la très forte présence de l'Église catholique autour de l'armée et à l'intérieur de l'armée. Pour une raison très simple, qui est une raison historique, le métier d'armes, c'est le métier de la noblesse. Il y a une association qui se fera de ce côté-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'affaire Dreyfus, parce que justement, l'affaire Dreyfus, c'est le révélateur de cette tradition qui se casse et qui montre à quel point
le clergé et une partie de l'armée fonctionnent main dans la main pour essayer de garder des privilèges, pour essayer de garder tout un ensemble de choses. Alors, on peut dire que là, la libre pensée aura eu des difficultés. Au sens que même encore maintenant, quand on regarde le recrutement des officiers supérieurs de l'armée française, on est loin d'un recrutement populaire. C'est quand même un vrai problème. Je signale au passage qu'une des meilleures écoles de formation au concours de Saint-Cyr, c'est Stanislas. Ne l'oublions pas. Donc c'est quand même une école qui est aux mains du clergé actuellement et qui forme les officiers supérieurs de l'armée française. Donc c'est un vrai problème. L'autre encadrement de la société, qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que la vie civile, dans son ensemble, est encadrée par la religion. De la naissance à la mort. On est baptisé, on se marie à l'église, on va à la messe de préférence et on a la cérémonie religieuse lorsque l'on est décédé. Donc il y a une présence, je vais y revenir, une présence très forte de l'Église catholique dans la vie sociale. Un des combats de la libre pensée, parmi d'autres. Premier combat, le combat pour ce qu'on appelle la laïcisation des cimetières. Faire que les cimetières ne soient pas ornés d'une croix à la porte du cimetière. Faire qu'il n'y ait pas des carrés réservés, qui est d'ailleurs une question qui revient un peu sur le devant de la scène pour une autre confession actuellement. Qu'il n'y ait pas, qu'il y ait un libre choix de son enterrement. Ce libre choix, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que moi, je ne veux pas être enterré en passant par la case église. Je veux quitter, je suis mort à la maison, je veux quitter ma maison, qu'on m'amène directement au cimetière, sans cérémonie religieuse. Alors, pour donner quelques exemples, l'enterrement civil a été extrêmement combattu par l'Église catholique. Alors, l'Église catholique avait quelquefois un peu d'humour. Alors, il disait, ce n'est pas un enterrement civil, c'est un enterrement civil. Petit jeu de mots. Où il disait non, ce n'est pas un enterrement, c'est un encrotement. Là, c'était déjà un peu plus vulgaire. Mais il y a eu des bagarres importantes dont on a perdu absolument l'idée entre ceux qui voulaient un enterrement civil sans présence de religieux, quel qu'il soit, et ceux qui voulaient maintenir cela. Un vrai combat qui a été gagné. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est un combat qui a été gagné, et c'est pour ça, lorsque ça revient sur le devant de la scène avec d'autres confessions, il ne faut pas lâcher prise sur cette question, il faut être ferme. On s'est battu pour que tout le monde soit, je dirais, côte à côte dans le cimetière, sans différence ni de classe, ni d'origine sociale, ni d'origine ethnique, ni d'origine religieuse. Je pense que ce combat mérite d'être prolongé. Ensuite, il y a beaucoup d'autres combats qui ont été menés. Bien évidemment, je citerai rapidement le divorce, qui a été abondamment soutenu par les libres penseurs, en sachant qu'il y a tout un mouvement de la libre pensée, plutôt anarchisant, dans les années d'après la Première Guerre mondiale, dans les années 20, que l'on pourrait parler de pré-révolution sexuelle, qui se battent contre le mariage, par exemple, qui se battent pour l'union libre, qui se battent pour une sexualité dégagée des contraintes religieuses et autres. C'est un mouvement minoritaire, il faut le reconnaître. Ce n'est pas la préoccupation centrale des libres penseurs, mais d'une certaine façon, ça fera des petits beaucoup plus tard. Je pense à 68, je pense même à notre société actuelle, où on peut voir chez les libres penseurs déjà des réflexions dans cette direction-là. C'est assez intéressant de voir ça. Ensuite, bien évidemment, il y a toute une partie qu'on ne connaît plus maintenant. Il y a à l'intérieur de la libre pensée tout un débat
contre les dogmes religieux, contre les saints, contre la Vierge, contre la résurrection, contre tout un ensemble de choses. Un débat qui n'existe plus maintenant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la présence de cela n'existe plus. C'est-à-dire que nous avons des personnes, une population qui est déchristianisée. Donc on sait qu'on parle de la Vierge Marie, sans s'interroger plus que ça, en disant mais comment une vierge a pu avoir un enfant, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce qu'il nous raconte. Donc on est déchristianisé, mais il y avait un fort courant de la libre pensée qui se bagarrait théologiquement, si on peut dire, pour détruire les dogmes de l'Église catholique. C'était extrêmement intéressant. Alors, souvent sur le ton de l'ironie, de la moquerie, la plupart du temps c'était ça, quelquefois sur un ton très, très sérieux, en disant mais qu'est-ce que vous nous racontez là, ça ne tient pas, c'est complètement, c'est de la mythologie, c'est impensable. Donc il y avait tout ce combat-là qui n'existe plus. Il n'existe plus parce que, ce que je vous ai expliqué, les gens ont été déchristianisés. Je reviendrai sur cette question un petit peu plus tard. Une lutte contre le cléricalisme qui va avoir ses belles heures, donc de 1871 à 1920. Pourquoi la date de 1920 ? Le bouleversement de la guerre de 14 va amener vraiment des changements importants. Les changements, ils ont lieu dans les tranchées. C'est-à-dire que dans les tranchées, comme dit le poète, celui qui croit au ciel meurt à côté de celui qui n'y croit pas. Et c'est pas pour autant qu'il va pas l'aider. C'est son compagnon d'infortune, son compagnon de guerre, il est tué, il est sous la mitraille ennemie de la même façon. Lorsqu'il se prend une balle, on l'aide de toute façon. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ceux à qui on avait raconté pendant des décennies l'école sans Dieu fabrique des citoyens qui sont méchants d'une certaine façon, ben non, ces citoyens libres penseurs, il y en avait quand même dans les tranchées, sont aussi humains, voire plus humains peut-être que d'autres. Donc là, il va y avoir un changement d'attitude. Ensuite, il faut le savoir, en 1925, c'est après avoir rompu les relations diplomatiques avec le Vatican, la République française reprendra langue avec le Vatican. On règle la question des associations cultuelles, c'est-à-dire un point de blocage qu'il y avait avec l'Église catholique pour organiser les associations diocésaines. Voilà. Donc on trouve un accord sur ça. Et le laïc que je suis pense que 25 n'est pas une très bonne année. C'est une année où on revient effectivement sur certains acquis de la séparation. C'est-à-dire que, effectivement, après 20 ans, 1905-1925, de guerre scolaire, après la tuerie de la guerre de 14, on a peut-être autre chose à faire qu'à repartir, même si c'est toujours sous-jacent, dans une guerre anticléricale aussi forte que. Mais ne nous trompons pas, il y a des textes extrêmement intéressants des évêques de France en 1925 où ils ne lâchent pas prise contre la loi de 1905. Ils ne lâchent pas prise. C'est-à-dire qu'ils disent quasiment la loi de 1905 est une loi scélérate, c'est une loi que nous ne respectons pas, c'est une loi qui nous sommes contre. Donc il y a très clairement de la part du clergé, même si on est dans des accords politiques et un apaisement d'une certaine façon, le clergé français et le Vatican restent sur ses positions par rapport à la loi de séparation. Cette phase qui se termine en 25 va faire rentrer la libre pensée, je dirais, dans son déclin, qui va quasiment être de 25 jusqu'à dans les années 60-70, où la libre pensée existe toujours. Il y a encore des militants. Quelquefois, les militants ont du mal à prendre le train de la modernité, au sens qu'on est en train quand même
de ressasser des combats qui ne sont plus les combats actuels parce que les choses se sont déplacées, par exemple. Je vous ai cité tout à l'heure les combats sur la sexualité, sur la liberté sexuelle, le combat, on ne remet plus en cause la question du divorce, le combat sur l'avortement, par exemple, est un combat qui va cliver à un moment donné la société française, mais où les libres penseurs vont être complètement du côté pour l'avortement, bien évidemment, contre les interdits religieux. Donc, on peut dire que le cœur du combat de la libre pensée, étant moins du côté du de se battre contre le cléricalisme, va se déplacer sur des combats plutôt de société, où là, elle va prendre part. C'est-à-dire que d'une certaine façon, comme la chape est moins forte, la chape religieuse est moins forte, il va y avoir de l'émancipation, et d'une certaine façon, c'est triste à dire, le rôle de la libre pensée a moins de rôle à tenir, puisque l'ennemi est moins puissant d'une certaine façon, il y a un affaiblissement. Ce mouvement, donc vous le savez, moi je représente l'Association des libres penseurs de France, va amener dans les années 95 à une scission à l'intérieur de la Fédération nationale de la libre pensée, parce que il y a un élément important dans la libre pensée. On fait de la politique, on s'intéresse aux questions politiques, mais la libre pensée n'est liée à aucun parti politique. On peut être communiste et à la libre pensée, on peut être socialiste et à la libre pensée, on peut même être de droite et être à la libre pensée. Il n'y a pas l'obligation, et la libre pensée n'est pas liée à un parti quel qu'il soit. Et il y a eu la main mise sur la Fédération nationale de la libre pensée d'un parti minoritaire, trotskiste, qui est les lambertistes, ce qui a fortement déplu à un certain nombre de libres penseurs qui voulaient garder leur indépendance politique. Ensuite, il y a une autre raison, qui est une raison importante, qui est une raison que, jusqu'à maintenant, je vous ai décrit le combat contre l'Église catholique principalement. Mais le paysage religieux français n'est plus du tout le même que celui des années 20, 30, même des années 60, 70. Nous avons un paysage complètement différent, complètement morcelé, où il n'y a plus cette présence massive, encadrante du clergé catholique. Nous sommes dans une autre configuration religieuse et je vais essayer de vous en parler rapidement. Le paysage religieux actuellement en France, on doit avoir en tête un chiffre important. Il y a 53% de Français qui se disent athées, indifférents ou agnostiques. 53%. C'est donc une majorité. C'est plus que... Alors bien évidemment, ce chiffre, comme je vous l'ai dit, recouvre plusieurs types de relations à la question religieuse. L'athée, bien évidemment, l'agnostique qui ne sait pas trop, qui ne tranche pas, qui ne veut pas aborder ces questions d'une certaine façon. Et puis, ce marais qui est assez important, les fameux indifférents. Indifférents, c'est-à-dire la question religieuse, je m'en fiche complètement. Ce n'est pas un athéisme déclaré. C'est une sorte d'athéisme de, écoutez, j'ai d'autres choses à régler, j'ai mes questions de ma vie sociale, j'ai la question de ma bonne santé, j'ai la question de ceci, cela. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Le jour où je serai décédé, je me fous un peu de savoir ce que deviendra et mon corps et mon âme d'une certaine façon. Alors il y a un indicateur qui est extrêmement intéressant qu'il faut un petit peu garder en mémoire. Lorsque l'on posait la question dans les années 50 aux Français, souhaiteriez-vous mourir de mort subite ? Ah non, surtout pas. Dans une très très grande majorité. Mais pour quelle raison ?
Comment vais-je avoir les derniers sacrements pour pouvoir aller au paradis? Ah, maintenant vous posez la question, vous faites un sondage. Quelle mort souhaiteriez-vous? Mort subite? Ah oui, une mort subite. Si je pouvais avoir une crise cardiaque dans mon lit et y passer comme ça, et l'après-mort, on n'en parle plus. C'est fini. Donc on n'est plus dans un système religieux par rapport à cette question importante, qui est la question de la mort, que tout le monde aborde à sa façon, bien évidemment. Ce n'est plus une question fondamentale. Actuellement, les Français disent « j'aimerais, si possible, passer de l'autre côté vite fait et ne pas souffrir ». Et les questions religieuses arrivent très, très, très loin derrière. Donc ça, c'est un indicateur. L'autre indicateur que je vais essayer de montrer, c'est que le paysage actuellement est un paysage morcelé. C'est-à-dire que vous avez du catholicisme, du protestantisme, de l'islam, quelques nouvelles religions, du bouddhisme et autre chose, et tout ça sur la minorité croyante. C'est-à-dire que les chiffres de personnes qui croient en quelque chose de l'ordre de la religion sont à peu près une quinzaine de pourcents qui se partagent dans les différentes confessions que j'ai citées les plus importantes. J'ai oublié les orthodoxes, bien sûr, les juifs et les orthodoxes, bien sûr. Donc nous sommes dans un paysage qui est complètement fragmenté, où la présence religieuse est une présence minoritaire. Ça, c'est un point extrêmement intéressant dans la société française. Alors, ce n'est pas que la société française. La société française est peut-être, de par son histoire, un peu à l'avant-garde de cela, mais ça se retrouve dans toutes les sociétés européennes. Le pays qui, je crois, le plus athée, c'est la Tchéquie, la partie tchèque de la Tchécoslovaquie, où là, il y a un chiffre énorme de personnes qui se considèrent comme athées. Ensuite, arrivent très rapidement derrière des pays tels que le Danemark, des pays luthériens et autre chose, des pays latins, la France. Il y a des pays qui sont assez étranges. Quand on les regarde de près, je pense en particulier à l'Espagne, pays qui est quand même baigné d'un catholicisme important, qui est des fois sur des lois sociales, des lois sociétales, comme on dit maintenant, beaucoup plus en avance que la France, sur la question de la sexualité, sur la question du mariage homosexuel, si on peut, oui, le mariage homosexuel, sur la question du choix de sa mort, de l'aide à mourir dans la dignité et autre chose. Les Espagnols sont beaucoup plus en avance. Donc les pays scandinaves aussi sont beaucoup plus en avance sur certains points. Donc maintenant, je pense que les questions religieuses ne sont plus à regarder comme on le faisait avant sur un clergé omniprésent, mais à regarder sur cette fragmentation de la société par rapport aux religieux et à ce qui se passe à côté de la présence religieuse. Je prends un exemple, je viens de citer le mariage homosexuel. L'argument qui a été développé, qui a été absolument bien développé par le grand rabbin de France de l'époque, il disait, bah oui, mais le mariage civil, tant qu'il était, en fin de compte, la forme sécularisée du mariage religieux, on n'y voyait aucun inconvénient. Bon, bah, c'était la forme administrative, sécularisée, mais c'était un homme et une femme qui se mariaient pour avoir une descendance et tout ça. Maintenant que nous avons le mariage homosexuel, nous ne sommes plus du tout dans le cadre de ce que disent les textes du monothéisme. Parce qu'il y a un rejet et une interdiction de l'homosexualité, quelle qu'elle soit. Donc là, nous voyons qu'il y a une rupture. Nous voyons qu'il y a une rupture. Alors, le libre penseur que je suis s'en félicite, parce que ça veut donc dire que la société française a été capable de penser le mariage, c'est-à-dire l'association civile entre deux êtres, qu'ils s'aiment ou qu'ils ne s'aiment pas, mais c'est une association civile qui existe en dehors des canons religieux, en dehors des prescriptions religieuses. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant.
C'est là où nous voyons que nous sommes libérés de ce carcan. Et bien évidemment, le libre penseur ne va pas porter de jugement de valeur sur la morale ou l'immoralité, pour certains, de cette association entre deux individus. À partir du moment que deux individus ont décidé d'un libre choix de s'associer pour vivre ensemble, pour X raisons, parce qu'ils s'aiment, parce que X des raisons économiques, je ne sais pas, peu importe les raisons, quel est le droit que nous aurions de porter un jugement moral et de valeur sur cela? Je pense que le libre penseur ne peut pas, et ne doit pas, surtout. Donc, voyez-vous, pour vous expliquer un peu cet amenuisement de la libre pensée, c'est que certaines questions sont devenues des questions de société et ne sont plus maintenant des questions par rapport aux religieux. Alors maintenant, il y a un autre phénomène qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est effectivement la présence, en France, pour des raisons historiques, d'une nouvelle religion, qui n'est pas si nouvelle que ça, parce que dès la conquête de l'Algérie en 1830, la question des musulmans s'est posée, une religion qui est là sur le sol français, où les personnes, bien évidemment, le libre penseur n'a jamais interdit à qui que ce soit de pratiquer sa religion. C'est un choix individuel. Il s'est toujours battu lorsque la religion veut empiéter sur le domaine civil, sur le domaine politique et imposer ses vues. Mais sans ça, la croyance individuelle est toujours respectée, même si on peut s'en moquer, même si on peut considérer que ça, ce sont des sornettes et que ça raconte n'importe quoi, mais il y a au moins ce respect pour l'individu de croire. Alors, moi, je verrais les choses tout à fait autrement. Premièrement, les personnes de culture ou d'origine musulmane sont passées à la même moulinette que la société française dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a aussi un éloignement des prescriptions religieuses. Et comme toujours, vous avez à l'intérieur la personne qui va la suivre à la lettre, peut-être un intégriste, la personne qui va le faire de temps en temps, et la personne qui ne va plus rien faire du tout. Eh bien, nous avons à peu près le même phénomène au niveau de l'islam en France. C'est un élément intéressant, ça, parce que ça prouve que la société française produit quand même cette libre pensée, cette liberté de penser, même si certains résistent. Bien sûr que certains résistent. N'importe quel clergé se lamente de voir ses ouailles partir. C'est toujours triste. Vous savez que le gros problème des trois confessions monothéistes, c'est la question de ce qu'on appelle, on va employer ce terme, le mariage mixte, c'est-à-dire un mariage entre un catholique et une protestante, ou une juive et un catholique. Généralement, ça pose des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire des enfants? La plupart des cas, on ne fait rien des enfants. C'est-à-dire qu'ils vont être éduqués, instruits, soit dans les deux, soit dans aucune. Et ça, c'est le malheur des clergés, quels qu'ils soient. On les perd des deux côtés. Alors, chaque cas est à étudier, bien évidemment, mais c'est un cas extrêmement important. Il faut remarquer que cette question du mariage mixte était une question qui a beaucoup taraudé la société française sur le mariage entre protestants et catholiques au début du XXe siècle. J'en parle en toute connaissance de cause, ayant une grand-mère catholique qui a épousé un luthérien, qui à l'époque, dans les années 20, par là, c'était très mal vu. C'était pas leur problème, ils sont passés outre. Et le résultat, ma mère et mon oncle, ils ont été complètement déchristianisés. Parce qu'on n'a pas été à l'école du dimanche, on n'a pas été à la messe, puisque tout ça s'était annulé. Donc, voyez-vous, c'est un phénomène assez intéressant. Et il se passe exactement la même chose dans la population de culture musulmane en France. Pour ça, il faut avoir de l'espoir. Alors, ne nous trompons pas, il y a de l'agitation politique,
il y a de l'intégrisme politique, il y a du politico-religieux à l'œuvre qui existe. Ça, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, mais de la même façon qu'il y a du politico-religieux qui agit, les intégristes catholiques font la même chose, les évangélistes font du politico-religieux, donc nous sommes là dans toutes les confessions en face, pour ainsi dire, du même problème. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où une religion quitte le pur domaine spirituel, qui est son domaine de l'individu, pour aller vers un domaine social et politique, elle devient forcément un système qui va oppresser les populations qui vont être soumises à cette vision-là. Et ça, c'est sur cela qu'il faut se battre. Je reviendrai sur un point. Quelle laïcité défendons-nous ? Alors, vous l'avez bien compris, en tant que libre penseur, nous défendons une laïcité, je vais la qualifier, même si je n'aime pas mettre de qualificatif au terme de laïcité, mais une laïcité de stricte séparation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a séparé les églises de l'État, les églises n'ont rien à faire dans certains domaines. On n'a même pas à les interroger. Je m'excuse, mais ce qui se passe actuellement sur la consultation concernant le choix de vie, où on a fait intervenir les différentes confessions, alors que nous avions déjà eu, il y a 3-4 ans, un débat de bioéthique qui avait eu lieu par Internet d'une certaine façon. De quel droit faisons-nous intervenir les confessions ? Que représentent-ils ? Quelle est leur légitimité ? D'autant plus que l'on sait qu'à l'intérieur des confessions, certains ne sont pas du tout d'accord avec ce que dit le clergé de cette confession. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement de la séparation. L'autre gros point extrêmement important, c'est effectivement le financement de l'école privée, qui est en France à 95% dans les mains de l'Église catholique, où on voit aussi se développer des écoles privées d'autres confessions qui, quoi que l'on dise, sont toujours des écoles qui font une discrimination entre le public et le privé. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons être extrêmement fermes, même si le rapport de force ne nous est pas favorable. La loi Debré est une loi que nous avons beaucoup de mal à diminuer, à atténuer, mais c'est un point extrêmement important. Revenons au début de mon débat. Former du citoyen. La mission première de l'instruction publique, c'est de former un citoyen éclairé qui a des outils intellectuels fiables pour pouvoir se diriger intellectuellement dans la vie. Et ça, c'est un point que nous devons absolument défendre, qui nous envoie sur d'autres questions, qui sont la question des programmes, la question des contenus, la question de la sélection même. C'est une question qui existe. Il y a tout un ensemble de points qui découlent de ça, mais c'est un point extrêmement important. Pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation ? Et je terminerai là-dessus, si j'ai encore un peu de temps. Gardons en tête une date qui est la grande manifestation pour l'école privée de 1984. Après cette grande manifestation, il y a eu un projet, effectivement, de relecture. J'emploierai un terme qu'on employait à une certaine époque, de révisionnisme de la pensée laïque, dont l'architecte a été M. Bobéro, qui a développé, avec les outils de l'université, avec les moyens qu'on lui a donnés, une nouvelle lecture de la laïcité. Cette nouvelle lecture de la laïcité, elle est par certains côtés érudite. Monsieur Bobéro est un chercheur, un historien qui fait un travail quand même sérieux, on ne va pas dire, mais les conclusions idéologiques ne sont pas celles que l'on attend d'un travail aussi sérieux que cela. Le principe est simple, c'est effectivement de redonner de la visibilité, de redonner du poids politique ou intellectuel aux confessions, quelles qu'elles soient. Et ça, je pense que c'est très dommageable, surtout que cela va en phase avec la construction européenne, où effectivement, c'est le mot d'ordre européen. Le mot d'ordre européen, c'est de redonner du poids,
de refaire que les confessions soient des interlocuteurs du pouvoir politique. Donc nous l'avons vu, M. Jospin avait mis en place les rencontres avec le clergé catholique une fois par an, rencontres qui ne font que de se multiplier. Maintenant, quand vous regardez la photo de famille, vous avez 5 ou 6 confessions, c'est-à-dire vous avez les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les juifs, les musulmans et les bouddhistes. Vous vous posez la question, jusqu'où allons-nous aller? Parce qu'il y en a d'autres, des confessions. Ah oui, il y en a d'autres. Donc, à un moment donné, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi recevoir ces personnes religieuses qui n'ont pas de légitimité politique? Nous sommes avant tout républicains et citoyens, mais que l'on va écouter sur des questions. Nous en avons un effet très simple que nous voyons à l'œuvre actuellement. L'impossibilité en France de mettre une loi pour le choix de sa mort ou pour le suicide assisté ou pour l'euthanasie, on l'appelle comme on veut. Je ne dis pas que c'est un débat qui se fait d'un revers de main, c'est un débat important, mais actuellement, en France, nous n'avons pas la possibilité de choisir sa mort. Et le blocage est majoritairement un blocage qui vient de la part des religieux, quels qu'ils soient. Donc là, nous en avons un exemple parfait, et je pense que leur force vient effectivement de cette lecture révisionniste qui a été faite par Bobéro à partir des années 84. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'actuellement, le successeur de Bobéro à l'école pratique des hautes études est quand même le biographe attesté, officiel de Benoît XVI. C'est-à-dire que nous avons actuellement une institution universitaire dirigée par quelqu'un qui n'est pas du clergé, mais c'est tout comme, d'une certaine façon, qui est en relation directe avec eux. Et ce qui est très amusant, je lisais un livre de lui il n'y a pas longtemps. Le livre s'intitule, vous allez voir l'astuce de réflexion, « La modernité contre la religion ». Alors que quand on sait qu'à partir du moment où la Révolution française a eu lieu, à partir du moment où la République s'est installée avec la Troisième République, ceux qui ont lutté contre la modernité politique, ça a toujours été le clergé catholique. Donc vous voyez, il y a un renversement assez intéressant où il nous ferait prendre des vessies pour des lanternes. Pour quelle raison? Parce que d'une certaine façon, il veut redonner la place aux religions à l'intérieur des sociétés. Et bien évidemment, la libre pensée et les libres penseurs se battent et se battront et continueront à se battre contre ce retour que je considère comme étant vraiment réactionnaire. Parlons laïcité, le débat. Merci beaucoup pour cette brillante introduction, Thierry. Puis maintenant, le débat est ouvert. À vos questions. Donc juste deux précisions. L'aliéniste qui a créé c'est Désiré Bourneville. Oui, c'est ça. Tout à fait. Pour une raison qui est simple. J'avais perdu son nom, mais voilà. J'ai occupé son bureau à la mairie du 5e, c'est pour ça. D'accord. Voilà. Et après, je ne serais pas d'accord avec toi, parce que j'en suis issu. 85 à 90% des officiers français sortent des 4 collèges militaires. Tout à fait. Mais en même temps, ça posait une question, parce qu'il faut le savoir, il y a eu une stratégie, à un moment donné, par l'Église catholique, de former ces cadres pour aller dans les grandes écoles. Voilà, stratégie qui n'est pas à sous-estimer, parce que c'est en fin de compte la stratégie de l'Opus Dei qui continue actuellement, qui est une stratégie qui consiste à dire, comme les églises se vident, que nous n'avons plus le nombre, essayons d'avoir une élite formée au catholicisme par nos écoles qui permettra quand même de maintenir quelque chose. Ça, c'est une des stratégies qui existe actuellement et qui avait été mise en œuvre au début du XXe par l'Église catholique. L'exemple type, c'est qu'aujourd'hui, il y a un polytechnicien ou 2 par promotion qui rentrent dans l'armée. Oui, de toute façon, ils vont tous vers la finance au lieu d'aller faire des ponts et des autoroutes et des fusées et d'autres choses. Mais ça, on n'a qu'à trouver un moyen. C'est un autre débat. Parce que Dreyfus n'était pas Saint-Cyrien, il était polytechnicien. Oui. Alors pour Bourneville, je reviens, son nom m'avait échappé tout à l'heure, c'est un homme remarquable. Alors comme on l'appelait à l'époque, c'était un aliéniste, ce serait un psychiatre maintenant,
Et cet homme, je vous invite à lire le discours qu'il fait au pied de la statue d'Étienne Dolet, en hommage à Dolet, qui est un discours magnifique, et surtout le travail qu'il a fait de mise en place des écoles d'infirmières. Parce que là, nous avons une révolution dans la médecine et une révolution sociale. Parce qu'il le dit très clairement. Ces femmes que nous allons former, que nous allons diplômer, c'est-à-dire qu'il s'adresse aux femmes à l'époque. Voyez-vous, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une valorisation qui est faite par Bournonville en créant ces écoles d'infirmières. En sachant que les Anglais avaient été un petit peu plus rapides que nous, avaient fait quelques années ou une petite décennie avant déjà le choix autrement. Mais c'est un élément important parce que c'est dans une phase de bagarre face à l'Église catholique par rapport à l'hôpital. Oui, je me pose la question, quid des francs-maçons dans ce paysage? Alors, les francs-maçons par rapport à la libre pensée, tous les libres penseurs ne sont pas francs-maçons et tous les francs-maçons ne sont pas libres penseurs, même ils pensent librement dans d'autres situations. La libre pensée n'a pas recruté uniquement du côté de la maçonnerie. Il y a même, à l'intérieur de la libre pensée, quelquefois, des attitudes anti-maçonnes, d'une certaine façon. Bon, voilà. Je n'en ai pas parlé parce que, effectivement, il y a un moment donné, il y a des combats complètement parallèles. Hein. Ce que mène le Grand Orient de France va être aussi mené par la libre pensée, il n'y a aucun problème. Le grand mouvement, c'est bien évidemment l'abandon de la référence au grand architecte de l'univers en 77, qui va effectivement faire un basculement de la franc-maçonnerie plutôt du côté de la libre pensée. Il y a des connexions, mais il n'y a pas superposition. La tradition de la libre pensée, c'est... Alors, je voulais le développer, je ne l'ai pas tellement développé, mais il y a, à l'intérieur de la libre pensée, il y avait 3 courants importants philosophiques. Il y avait un courant déiste, des gens qui pensaient que, bon, il y a une force surnaturelle, comme ça, mais laissez-moi y croire comme je l'entends. C'est-à-dire que c'est moi qui veux... Je pense qu'il y a peut-être une force surnaturelle, mais laissez-moi y croire comme je veux. Ensuite, il y avait un fort courant spiritualiste. Ce courant spiritualiste, c'est un courant qui pense que l'homme n'est pas que de chair. Il y a quelque chose, une pensée, je dirais pas une âme, on va pas aller jusqu'à là, mais une pensée qui est au-delà de son corps, d'une certaine façon. Et le troisième courant, qui est le courant vainqueur à partir du marxisme d'une certaine façon et à partir de Darwin, c'est matérialiste athée, qui est quand même majoritaire actuellement, il faut bien le reconnaître, à l'intérieur de la libre pensée. Moi, j'ai des camarades de la libre pensée qui sont spiritualistes, qui pensent que non, il y a quand même quelque chose de l'ordre du spirituel. Bon, pourquoi pas? De toute façon, ces options philosophiques n'empêchent pas... comme s'il y a un combat toujours pour la liberté, les options philosophiques n'empêchent pas le combat pour la liberté. Donc on s'entend toujours, même si des fois dans des discussions entre camarades, on dit oh, oui, mais toi tu penses à ça, voilà, mais c'est pas bien méchant, quoi. Je me suis beaucoup intéressé par rapport à l'arrivée de la Troisième République, parce que vous regardez la Troisième République. Dès la fin de la Commune, la chambre qui est élue est une chambre monarchiste et bonapartiste. Et puis dès les prochaines élections qu'il y a, vous avez quasiment un raz-de-marée républicain. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la République avait fait un travail depuis 89 en soubassement dans la société française qui ressurgissait à un moment donné. Ne l'oublions pas, les 2 grands vainqueurs de la Révolution française en tant que classe sociale, c'est la paysannerie, qui va être majoritaire dans le paysage français jusqu'à dans les années 60.
Elle sait ce qu'elle doit à la Révolution française, elle lui doit son outil de travail, elle lui doit sa terre, puisqu'on a détruit les grands domaines de la noblesse, on a détruit les grands domaines de l'Église catholique, qui était quand même le premier propriétaire terrien en France, hein, plus que la noblesse. Elle sait ce qu'elle a gagné. Et vous avez effectivement une bourgeoisie commerçante, qui est la classe qui est montée avec la Révolution de 89, le capitalisme, si on peut dire, d'une certaine façon. Donc ces deux classes-là, à un moment donné, sont attachées à la République. Et c'est ce qui fait qu'il y a, quand vous regardez les élections des chambres, les radicaux qui se font élire, ils sont tous élus de départements à forte présence paysanne. Hein, il ne faut pas l'oublier. Jusqu'en 1945, il y a 50% de la population française qui est d'ordre rural. Il ne faut pas l'oublier. La décrue est récente dans l'histoire de France. Donc il y a ce côté souterrain. C'est assez intéressant de voir ça, parce que c'est ce qui consolidera, malgré les difficultés, hein, d'une certaine façon, l'assise de la République tout au long de la Troisième République, hein, d'une certaine façon. C'est parce qu'il y a ce mouvement de la paysannerie qui est attaché à ça. À partir du moment où on ne l'emmerde pas sur la conscription, bien qu'elle va répondre à la guerre de 14, et qu'on lui permet de travailler tranquillement, d'une certaine façon. Ce qui sera le cas, hein, parce que la France sera agricole et travaillera. Il n'y aura plus de pénurie ni de disette. Ça prouve bien que le monde agricole travaille, même s'il y a la crise, quelques crises. Question suivante. Est-ce que pour vous, la France est réellement laïque ou elle a une religion malgré tout, les débats? Je pense que la France est réellement laïque, au sens qu'il n'y a pas d'interpénétration des religions dans le pouvoir politique. Ça, c'est évident. Ça a été un long combat. C'est pas un combat, et c'est pas un combat qui est terminé. C'est un combat que l'on doit mener chaque jour. Ensuite, il y a un autre aspect qui serait un aspect culturel. On ne va pas se tromper, on ne va pas raconter n'importe quoi. La France est de culture chrétienne. À l'intérieur de cette culture chrétienne, elle est majoritairement de culture catholique. Ça, c'est un fait. Même s'il y a eu à côté, de longue date, la présence d'autres religions, le judaïsme, bien évidemment, et l'islam, à partir de 1830, à peu près, à partir de ce moment-là. Bon. Même un peu avant, mais bon, voilà. Donc, alors effectivement, mais revenez sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur le pourcentage des personnes, 53% de personnes indifférentes. Alors bien évidemment, vous tournez, ici vous avez une cathédrale, hein. J'étais pas pour sa construction, je vous le dis tout de suite. Vous tournez là, vous avez une église. Vous tournez là, vous avez le Sacré-Cœur. Bon, il y a une présence, ça c'est évident. Présence sur laquelle il faut se battre, hein. Moi je vous le dis sincèrement. Avoir classé comme monument historique le Sacré-Cœur au moment des 150 ans de la Commune, je trouve ça un scandale. Venant en plus d'une maire de gauche à Paris, c'est un scandale pour ma part. Le Sacré-Cœur, même si ça n'a pas été tout à fait construit pour ça, a été construit pour faire expier les crimes de la Commune. Alors, effectivement, il y a une culture. Mais je pense que cette culture, elle se délite beaucoup et que la référence au christianisme pour les prises de décision des individus en France n'est plus le cœur central de leur réflexion. Je vous ai donné les exemples du mariage homosexuel, les exemples de l'avortement, les exemples sur le choix de sa mort. Quand vous regardez ces questions-là, ce sont des questions qui rentrent bille en tête en opposition avec les questions religieuses du christianisme, entre autres. Vous voyez bien que les Français ne sont pas sur cette position-là. Ils veulent autre chose. Ce qui veut donc dire qu'ils sont, pour ma part, séparés, éloignés. Alors bien sûr, il y a Noël. Qui sait que c'est la nativité? Et si on passe en revue les autres fêtes religieuses du calendrier, vous savez, dans le calendrier républicain, vous avez autant de fêtes civiles que de fêtes religieuses. Vous les connaissez, les fêtes civiles? Citez-moi en deux. Le 11 novembre, le 8 mai, le 14 juillet et le 1er mai. Il y a eu à un moment donné des compromis. J'ai terminé mon exposé en montrant que les libres penseurs avaient un peu gagné la partie, même si la partie n'est jamais gagnée. Il y a toujours des coups de retour arrière,
mais nous sommes dans le cadre de l'Europe occidentale, parce que ce n'est pas uniquement le cadre français, dans une société qui s'éloigne du religieux, globalement. Le test est assez simple à faire. Vous posez une question sur des questions religieuses. Que représente telle chose ? La plupart du temps, les gens ne savent pas répondre. Et ce phénomène est un phénomène qui parcourt toutes les confessions. C'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'on a actuellement un système religieux qui perd sa culture religieuse, qui s'en éloigne. Vous savez, on a un phénomène qui est un peu similaire à regarder dans le passé, l'abandon du polythéisme avec l'arrivée du christianisme. Pendant des siècles, certains sont restés attachés à leur Dieu, ceci, jusqu'au jour où ça n'avait plus de sens, parce qu'une religion qui n'est pas portée socialement, c'est pour ça que je me bats pour une religion qui est de l'ordre de l'individuel, mais on sait très bien qu'une religion qui n'est pas portée socialement n'est plus une religion. C'est une croyance. Pas tout à fait la même chose. Et ce point est un point à méditer. En tout cas, les libres penseurs le méditent chaque jour. Alors les croyances ne sont pas toutes bonnes à prendre, parce qu'il y a quand même des croyances aberrantes. Mais ce n'est pas tout à fait la même dimension entre une religion qui organise, qui voit toutes les choses, et puis une croyance, un individu qui croit à certaines choses. Quand vous avez parlé du monde paysan, de la paysannerie qui devait beaucoup à la Révolution, donc à la République, qui était républicain, ça m'a fait penser à la Bretagne, qui donc est un monde rural depuis longtemps, et qui est un monde où je me pose la question de comment la libre pensée fonctionne en Bretagne. D'un petit point de vue, moi, je me fais traiter de laïcard quand je discute de la statue de Ploermel avec un breton, mais c'est gentil. Enfin, c'est presque gentil quand il me dit ça. Mais en même temps, je me demande comment, en tant que libre penseur, on peut aller au-devant de personnes en Bretagne qui vivent la religion comme on pouvait la vivre quand j'étais gamin, moi, dans ma commune. C'est-à-dire sans y penser. Oui. Alors... Premièrement, alors je ne suis pas spécialiste de la Bretagne, mais vous le savez très bien que le paysage politique et religieux, et même linguistique de la Bretagne, est divers et varié. Et qu'il y a à l'intérieur de la Bretagne des belles poches rouges, qu'on peut se permettre de qualifier comme ça. Effectivement, quand on regarde, c'est très amusant, mais quand on regarde la carte des mouvements révolutionnaires, de 89. Quand vous regardez la sociologie électorale qui a été dressée par André Siegfried dans les années 30, vous avez, même si les cartes se sont affinées, bien évidemment, vous avez quasiment toujours les mêmes zones. Il y a des zones qui étaient très christianisées, où ils se sont battus pour leur christianisme. On a l'exemple de la Vendée, vous savez très bien. Des zones qui étaient déjà déchristianisées de longue date et qui n'ont fait que de s'accentuer, d'une part par la Révolution française, d'autre part par la Révolution industrielle, d'autre part par l'exode rural. Bon, ces cartes, on les retrouve quand même actuellement à quelque chose près, avec des variantes. Je n'ai pas les données précises et autre chose, mais on les retrouve. En même temps, il y a eu des grandes mutations qui fait qu'on s'est aperçu que, par exemple, des endroits qui ne votaient jamais à gauche se sont mis à voter à gauche alors qu'ils votaient pour le curé, si je peux me permettre l'expression ainsi. Donc, il y a une constante. Mais en même temps, il faut savoir une chose. Actuellement, si on prend le catholicisme, la capacité d'encadrement de la société par le catholicisme français est en déclin, mais plus qu'en déclin. Un curé actuellement, il a 10 paroisses. Moi, je suis dans le sud Seine-et-Marnais. Dans le sud Seine-et-Marnais, ça tourne. Chaque semaine, c'est l'église de la Genevraie, c'est l'église de Montigny-sur-Loing, c'est l'église de ceci, c'est l'église de cela, et c'est le même curé qui fait tout ça. Et il n'y a pas plus de monde. Ils ont eu un petit sursaut avec l'arrivée des Portugais dans les années 60. Maintenant, les enfants de Portugais ne vont plus à l'église. C'est fini.
Donc il y a quand même un paysage religieux. Quand je dis ça, je m'adresse aux libres penseurs, au sens que notre logiciel ne peut plus fonctionner comme nous étions dans les années 60. Alors effectivement, à l'intérieur de la Bretagne, il y a des endroits, mais je voudrais savoir s'ils ont un clergé qui les encadre autant que ça, à vérifier. Et puis quand vous prenez, bon, c'est la limite de la Bretagne, mais par exemple, vous prenez une ville comme Nantes. Vous savez que Nantes, il y a deux villes à Nantes, hein. Il y a la ville ouvrière, qui n'était pas du tout catholique, et la ville bourgeoise, si on peut dire, hein, des marchands, qui avaient fait fortune dans la traite, entre autres. Je pense, alors il peut toujours y avoir un retour de bâton, mais le retour de bâton, actuellement, j'ai un ami qui a fait une étude qui a été publiée par les éditions du Cerf, d'ailleurs, où il prolonge les courbes de vieillissement du clergé catholique français et de l'absence de vocation. Et il dit, en 2030, il n'y a plus personne. À Saint-Médard, en bas de la rue Mouffetard, le curé qui officie, je crois, vient de Centrafrique, avec un décalage incroyable, parce que Centrafrique, un curé de Centrafrique, c'est pas un curé progressiste, hein. C'est la pire des choses, d'une certaine façon. Alors bon, ces ouailles sont quand même là, ils vont écouter la messe, participer à la messe, mais il y a une rupture, là, il y a une rupture évidente, hein, Alors, je suis optimiste par rapport au cléricalisme, mais je ne suis pas optimiste par rapport à la montée des croyances irrationnelles et aberrantes qui ne pourra faire que de se développer, surtout si on lâche prise sur l'instruction, où il faut... Le discours anti-science est toujours un discours réactionnaire pour ma part. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. On va regarder un petit peu de notre côté de notre Jean-Gris international ou même intergalactique pour voir un petit peu quelques dessins qu'il nous a fait depuis le début de l'émission. Jean-Gris, à toi la parole. Oui, alors, il y a eu des discussions effectivement autour de la pensée libre, de la libre pensée, où effectivement notre intervenant a parlé du fait qu'effectivement il y a toute une période assez placée à bas la calotte, entre guillemets. Ça a été, voilà. Donc, donc j'ai un dessin, laïcité et histoire de la pensée libre, puisque c'est le titre, et puis donc j'ai une manifestation où il y en a un qui dit à bas la calotte, il y en a un autre qui dit crucifions les religions, et puis dans un coin il y a un crucifix qui fait c'est déjà fait. Bravo. Toujours pareil autour de laïcité et libre pensée, où on a un jeune qui est devant une sorte de comptoir où il y a les différentes religions, donc et puis à pied de chaque religion, il y a une menotte, où il y a une pince, où il y a quelque chose, il y a quelque chose de bloquant. Et au-dessus, il y a écrit choisis ton paradis. Et puis il y a le gamin qui dit ça fait rêver. Et puis peut-être un peu plus sérieux, voire suscitant du débat, puisqu'on est sur la pensée libre, donc le choix de prendre ses décisions, se pose l'éternelle question de la servitude volontaire, n'est-ce pas, dans tout ça. Et donc je dessine un voile et je mets servitude volontaire avec un point d'interrogation, puisque c'est à chacun de répondre à ce sujet, c'est très personnel. Merci beaucoup, et puis on continue dans les petites questions. Qui veut poser une question? Je veux bien parler, mais c'est pas une question. Je suis allée pendant 30 ans à l'église catholique, ici à Évry. Les églises ne sont pas vides. Moi, j'ai vu des églises pleines. Ceci dit, d'une part, c'est vrai qu'on a beaucoup de prêtres d'Afrique, mais aussi des très bons prêtres que j'ai rencontrés. Et la cathédrale, le dimanche, il y a beaucoup d'Antillais, beaucoup d'Indiens du Sud et d'autres, mais au point que, pas loin de mon quartier, il y a une dame qui a dit « Oh, notre cathédrale ne nous appartient plus !» Alors, si c'est ça, être chrétien, ça me plaît pas, personnellement. J'ai été longtemps athée. J'ai eu une éducation protestante pour une question géographique. Et je me suis mariée avec un homme qui était profondément athée. Et j'ai retrouvé la religion grâce au yoga, grâce à mon professeur de yoga qui m'a posé la question « Où en étais-je avec ma religion ?» Je suis donc allée pendant 30 ans chez les catholiques et j'ai eu un très bon accueil.
Et ensuite, pour des raisons que je ne vais pas évoquer, je suis retournée à mes racines. Je vais actuellement à une église protestante qui est à Corbeil-Essonnes. Et notre pasteur, que nous aimons beaucoup, parce qu'elle est très chaleureuse, elle est vraiment bien dans sa place. Elle est de père catholique et de mère protestante. Elle est devenue donc pasteur. Ils étaient 3 enfants et sur les 3, les 2 autres ont dit ça suffit parce que le samedi soir, on les amenait à la messe et le dimanche, on les amenait au culte. Et moi-même, j'ai eu 3 enfants. Ma fille aînée, elle est devenue catholique, mais très ouverte. Et les 2 autres, la religion, ça ne les intéresse pas. Donc, c'est souvent le cas, apparemment. Voilà. Mais madame, ce témoignage est très intéressant. Premièrement, les libres penseurs, moi, c'est une position que je maintiens, n'ont pas à faire profession d'athéisme non plus. Hein. Ils sont athées dans leurs convictions. Ils ne convertissent pas les gens à l'athéisme comme d'autres pourraient convertir à des religions. Ce que vous venez de dire, madame, est vraiment l'illustration du paysage religieux français ou même occidental actuellement. Et sur 3 personnes, l'un va faire ça, 2 autres vont faire autre chose. Et c'est là où où le libre penseur se réjouit, parce que c'est le résultat d'un choix. On n'empêche pas les individus d'avoir un choix religieux, tout à fait. Mais par contre, on se bat au fait de prendre un petit gamin et de lui dire « tu vas croire ça, tu vas croire ça, tu vas croire ça ». C'est quand même tout à fait différent. Je sais que toutes les religions veulent accrocher leurs ouailles dès la naissance, hein, que ce soit... Toutes font quasiment la même chose. Nous avons, nous, une conception de l'individu libre pour choisir. Ça, c'est quand même un point important. Et ne l'oublions pas, la loi de 1905, la République garantit la liberté de conscience. Ça, c'est un point central. La liberté de conscience, qui est plus grande, plus belle que la liberté religieuse. La liberté religieuse, c'est effectivement la liberté de pouvoir exercer sa religion. La liberté de conscience, c'est la liberté de choisir des options philosophiques, des options spirituelles, des options religieuses, et que toutes aient le même poids dans la société. Qu'il n'y ait pas de discrimination pour l'une ou pour l'autre. Ça, c'est un élément absolument important. Je n'ai pas beaucoup parlé de la liberté de conscience parce que, pour ma part, elle est sous-entendue dans la liberté de penser. Il ne peut y avoir de pensée libre qu'à partir du moment où il y a une conscience libre. Une conscience libre et éclairée, bien évidemment. Hein, au sens que c'est une donnée qui se travaille, hein, bien évidemment. Quand je vois des petits-enfants qui savent à peine lire et écrire, à qui on raconte des choses, on bourre la tête de certaines choses, tout en leur disant pas ce sont des légendes. Voilà, je comprends tout à fait qu'on raconte le soir avant de se coucher une légende à un enfant, mais c'est légendaire, on lui explique que c'est pas tout à fait la même chose. Là, on fait rentrer dans la tête d'un gamin certaines choses. Je trouve que c'est inconcevable. À partir du moment où un enfant n'a pas encore les outils de jugement et d'appréciation, on doit respecter ça. C'est un sacré débat, ça. Difficile à avoir. Hein. Difficile à avoir. Mais en même temps, un élément qui me semble important dans le respect que nous devons avoir avec nos enfants. Je prends mon exemple. Moi, je suis marié avec une femme qui est croyante, qui est grecque-catholique, très exactement. Moi, je suis athée. On a souvent parlé de la question à la maison. Nous avons fait l'option, j'ai fait l'option, c'est vrai que je me suis battu pour, en disant le choix de notre fils se fera quand il sera en âge de choisir, et je ne veux pas qu'on lui impose maintenant quoi que ce soit. Mon fils a fait le choix de l'athéisme, c'est son choix.
Je ne lui ai pas dit tu vas être athée, mon fils. Hein. Il a fait ce choix. Bon, il aurait très bien pu faire le choix de la religion de sa mère, hein, sans difficulté, on ne l'aurait pas interdit. Plus je suis votre discours, par moments, ça me heurte beaucoup. Et de la même manière, vous avez des gens qui étaient athées et on ne sait pas pour quelle raison ces gens-là sont devenus croyants. Et je pense par exemple à Audrey Frossard, qui était donc un enfant de parents communistes, qui rien ne destinait à embrasser, entre guillemets, une religion. Et il a fait ce choix. Et comme lui, je connais plein d'autres. Donc moi, quelque part, je suis un peu gênée par... moi, vous me heurtez par vous avez un esprit un peu totalitaire. Pardon ? Par moments, quand je vous écoute, moi, j'y trouve un esprit un peu totalitaire. Ah bon ? Dans vos convictions. D'accord. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ? Autant que du point de vue histoire, c'était très intéressant. Voilà. Effectivement, en 1848, c'était Louis-Philippe. 1870, c'était Napoléon III. Et on est d'accord. Bon, après, on a été traversé par la guerre de 14. Je dirais que l'histoire est toujours en marche. Maintenant, par rapport... bon, moi, je suis mosellane, par exemple. Ici, j'entendais beaucoup critiquer le concordat, qui existe encore chez nous. Parce qu'en Moselle, en Alsace-Moselle, on a le concordat. Toujours, oui. Voilà. Rien que ça. Oui, mais alors pour la question du totalitaire, alors, premièrement, je ne pense pas que l'histoire se termine. Hein. C'est vrai que j'introduis l'idée de la libre pensée comme un combat pour la liberté. Un combat pour la liberté, avec un moment donné où, effectivement, alors est-ce que c'est totalitaire ? Je dis qu'il y a une certaine limite que les religions ne doivent pas dépasser dans leur façon qu'elles ont de diffuser leurs paroles, d'imposer leurs paroles et de façonner la société à la vision du monde qu'elles ont. Je peux tout à fait comprendre, hein, je ne remets pas en cause l'apport du christianisme à nos sociétés. C'est un moment historique. C'est notre histoire, oui, mais notre histoire, comme vous dites, elle ne s'arrête pas. Et nous pouvons aussi développer une autre histoire, c'est ce qui se passe depuis un certain nombre d'années quand même en France. Si on prend le grand mouvement de déchristianisation actuel en France, on situe à peu près la date en 68. C'est pas parce que c'est 68, mais c'est une date de bascule. C'est là où il y a une question intéressante à se poser. Qu'est-ce qui fait que dans une société, la nôtre, industrielle, confortable, qui ne manque de rien d'une certaine façon, où l'espérance de vie n'a fait que d'augmenter et ne fait que d'augmenter, nous avons sur la question religieuse un recul du religieux. Ce n'est pas, soyons très modestes, ce n'est pas uniquement le combat des libres penseurs qui ont apporté cela. C'est qu'il se passe quelque chose de plus profond à l'intérieur de la société par rapport aux questions religieuses. Alors, est-ce que c'est le résultat, effectivement, de l'instruction ? Je le pense. C'est le résultat que le poids des choses sur nous est moins fort. Regardez, un enfant naît, il est à peu près sûr de vivre. Vous prenez 1850, il vous fallait avoir 3 enfants pour en avoir 1,5 ou 2 qui allaient vivre. Donc maintenant, on a quasiment, sauf cas exceptionnels. Bon, donc le poids des événements sur nous s'est allégé par la science, par l'instruction, par la culture, par les bienfaits de la modernité technique, entre autres. La liberté s'est augmentée aussi. On a des possibilités de réaliser, de l'individu a des possibilités de se réaliser beaucoup plus grandes que si vous comparez, ne serait-ce qu'à la population rurale des années 1880, par exemple, où le fils de paysan avait toutes les chances d'être fils de paysan.
et d'être paysan lui-même. Que maintenant, vous avez un fils, une fille, vous êtes, je sais pas, peut être médecin, peut avoir des possibilités dans la vie qu'il n'y avait pas avant. Donc une ouverture. Donc je ne comprends pas le reproche que vous me faites d'être un peu totalitaire, parce que à partir du moment où on se bat pour la liberté, et moi je n'impose pas aux gens de ne pas avoir de religion, je ne vois pas comment on est totalitaire. Alors pour ce qui est du concordat, vous le savez très bien, c'est quand même un axe de bataille des laïcs, des libres penseurs et des laïcs en général, où effectivement, dans l'unité et l'indivisibilité de la République, on s'étonne qu'il y ait encore deux territoires qui, pour des raisons historiques et surtout pour des raisons de manque de courage politique des hommes politiques après-guerre, sont restés sous la structure du concordat, effectivement, avec des vrais problèmes. Vous le savez très bien, et je crois que ça a changé, qu'il fallait demander une dérogation pour ne pas aller aux cours de religion. Et ça vient de changer, puisque ça a été changé là il n'y a pas longtemps. Ils ont supprimé le blasphème après les attentats de Charlie. Blasphème qui existait toujours à l'intérieur de la juridiction concordataire d'Alsace-Moselle. Donc, alors le principe du concordat, pourquoi nous sommes contre ? Nous sommes contre pour deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, nous sommes pour une vraie séparation. L'État chez lui, les religions chez elles. Elles s'organisent. Ensuite, nous sommes contre le fait que l'État participe au financement des cultes, quels qu'ils soient. Ça, c'est un point absolument important. Et vous le savez très bien qu'il y a toute une partie du catholicisme qui a beaucoup apprécié quand même la séparation, au sens où ça lui donnait une liberté qu'il n'avait pas sous le concordat. Alors bien évidemment, le Vatican aimerait bien que le concordat soit élargi. C'est le modèle qu'il aimerait avoir pour toute l'Europe. En sachant que le Vatican a un concordat passé sous les fascistes avec l'Italie, un concordat passé avec l'Allemagne sous les nazis, un concordat passé avec l'Espagne, passé avec le Portugal, et je ne sais plus encore quel autre où il y a un concordat. Ce qui veut donc dire, dans une spécificité particulière d'une religion qui a un État, parce qu'un concordat est un accord entre États, que faisons-nous des religions qui n'ont pas d'État ? Si vous passez un concordat avec l'Église catholique, est-ce qu'on va passer un concordat avec les luthériens, par exemple ? Est-ce qu'on va passer un concordat avec... il n'y en a pas, hein. Il n'y a pas un pape du judaïsme. Un vrai débat, la question du concordat. Dans le cas de l'islam en France, on essaye d'organiser l'islam sur le modèle un peu du consistoire pour le judaïsme. Mais bon, visiblement, ça... Depuis, je crois, le premier qui avait lancé ça, c'était un ministre de l'Intérieur de Mitterrand, qui avait déjà commencé à dire on va essayer d'organiser l'islam en France, et personne n'y arrive. Personne n'y arrive. Pour le moment, tous les projets capotent à un moment donné ou à un autre. Je voudrais revenir un peu à mon histoire de tout à l'heure. Je viens de me rappeler tout à l'heure que lorsque j'étais enfant, un dimanche matin, j'étais dans le lit de mes parents, bien au chaud, bien sûr. Et puis ma mère, qui elle était quand même, on pourrait dire plus croyante que mon père, elle dit « Oh, mais tu pourrais aller à l'école du dimanche ». Et mon père, il a répondu « Jésus, il a dit, laissez les enfants venir à moi ». Et ça, bien sûr, ça m'a mis à l'aise. Et je reviens, le fait que j'ai été athée pendant pas mal d'années, ça m'a donné beaucoup de tolérance. Parce que le monde est plus large pour moi. Et en même temps, si je crois en Dieu, c'est parce que j'ai eu l'occasion de sentir en moi ce que moi j'appelle Dieu. Mais je ne le crie pas sur les toits, je le dis maintenant parce qu'on en parle. Bien sûr, madame. Mais les libres penseurs ne s'opposent pas à ce que les individus aient des pensées spirituelles. Vous mettez le mot de Dieu sur ce que vous pensez, bon, c'est comme ça.
peut-être pas d'autres, hein, mais bon, on n'est pas du tout dans une attitude... c'est pas un athéisme d'État, la libre pensée. Hein. C'est surtout pas un athéisme d'État. Soyons clairs. C'est simplement que c'est de l'ordre de l'individuel, c'est de l'ordre de la personne, et qu'à un moment donné, on ne veut pas qu'un groupe impose aux autres certaines choses. Et par rapport à ça, l'idée totalitaire, ça m'a tout de suite fait sourire d'abord, parce que quand on revendique l'émancipation, la rationalité, etc., on peut pas être traité de totalitaire, c'est pas possible. Mais on peut traiter de totalitaire une église qui va tuer des scientifiques sous couvert d'un dogme. Le totalitarisme, c'est un retournement, hein, de parler de pensée totalitaire quand on parle de pensée émancipatrice. L'idée de l'émancipation, vous parliez du citoyen, dans mon point de vue, je me qualifie aussi de libre penseur. Dans mon point de vue, c'est la nécessité de s'opposer aux mainmises sociales et politiques d'une religion, quelle qu'elle soit. C'est pas de m'opposer à une religion, quelle qu'elle soit. J'aime autant une religion qu'une autre. Je m'y intéresse autant. C'est de l'humain. L'idée, c'est socialement. Alors c'est pour ça que j'ai été intéressé quand vous parliez de la séparation de certains libres penseurs autour d'une idée politique type trotskiste, etc. Je me dis qu'il y a un modèle social qui peut être revendiqué, et ce modèle social, c'est pas un modèle d'athéisme d'État, c'est un modèle social où l'éducation, l'instruction, mais l'éducation prend le pas sur la croyance, les convictions, les opinions. Mais les croyances, les opinions, les convictions, on en a tous, même ceux qui sont libres penseurs. La question, c'est quels sont nos outils qui nous permettent de faire marcher notre esprit critique pour nous rendre compte que, peut-être qu'on peut continuer, et là, peut-être que si on voit l'Inquisition, par exemple, on peut se dire qu'il y a des religions qui ont vraiment exagéré, par exemple. Mais c'est pas le problème, c'est pas la religion le problème, c'est l'instrumentalisation politique. Tout à fait, monsieur, je suis d'accord avec vous. Pour répondre à Dominique sur l'intolérance et pour remettre l'église au milieu du village, expression typiquement française, je comprends ce que dit notre amie Eliane. L'affaire des fiches, par exemple, tu l'as un peu oubliée, elle a bien existé, elle a bien été portée par quelque chose, par des gens. Ce ne sont que des trucs. Il faut rappeler qu'effectivement, ça a été un moment de bascule aussi. C'est un moment terrible de bascule par rapport aux excès commis. Les excès, ils ont été commis par des franges de chaque côté qui ont amené à. Faut pas l'oublier. C'est ça. Alors effectivement, l'affaire des fiches, quelque chose que l'on renvoie, alors pas aux libres penseurs, puisque c'est plutôt aux francs-maçons, mais replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Nous avons une république qui arrive suite à la Commune, qui a une chambre monarchique, qui après passera vers une chambre républicaine, sauf que tout l'appareil d'État, qu'est-ce que c'est l'appareil d'État ? L'armée, l'Église, les écoles, je vous en ai parlé, les hôpitaux, tout ça est aux mains d'une administration qui a fait ses classes sous l'Empire. Soit ils sont monarchistes, soit ils sont bonapartistes. On le sait, l'armée est complètement la preuve. Hein, MacMahon, on sait qui c'est quand même. Il n'y a pas de problème. L'armée est dans les mains quand même. Parler de ce terme rapide qui ne veut pas dire grand-chose politiquement, de la réaction. Je comprends sincèrement que la République naissante se soit posé la question d'avoir une fiabilité sur le personnel militaire, tout en sachant que la grande crainte des républicains, c'était le bonapartisme, hein, c'est-à-dire le coup d'État militaire. Quelle a été la façon de régler la question, au détriment de certains autres, malheureusement, ça a été d'utiliser l'armée dans une épopée coloniale qui lui a permis de ne pas être sur le territoire français. Donc il y avait une méfiance républicaine par rapport à l'armée qui a duré
assez longtemps, on a parlé de l'affaire Dreyfus, mais l'affaire Dreyfus, c'est quand même le cas parfait d'un cadre militaire qui ne sort pas du sérail, d'une certaine façon. Donc, d'un point de vue complètement démocratique, on va considérer que la question des fiches n'était pas une bonne chose. D'un point de vue de défense de la République, je pense que c'était peut-être pas si mauvais que ça. C'est 30 ans après MacMahon, quand même. Hein. Oui, je sais, c'est 30 ans après MacMahon, mais... C'est une génération après, quand même. Oui, mais... Coup d'État, hein. Un de ceux qui a fait les meilleures études sur la question militaire en France, c'est un homme d'extrême droite dont j'ai oublié le nom, effectivement. Mais quand vous regardez jusqu'à la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine et tout ça, le personnel militaire français... on se pose quand même des questions. Il y en a certains qui sont des vrais républicains sans difficulté, il n'y a aucun problème. On se pose quand même des questions sur leur amour de la République, même s'ils vont se battre pour la République sans aucune difficulté, si ce n'est que le coup d'Algérie est quand même un coup qui nous interroge d'une certaine façon. Je pense que l'appareil d'État, c'est là où on voit la justesse de Jules Ferry, où il met d'abord en place l'instruction, ensuite on arrive à la séparation et on arrive à quelque chose, à une stabilisation qui ne tient pas d'ailleurs. 34 c'est ça, et Pétain c'est quand même le retour, faut pas l'oublier. Donc on a quand même une République qui à un moment donné a des ennemis à l'intérieur de la République, qui viennent de la monarchie, qui viennent des bonapartistes, même si, à un moment donné, ces forces n'existent plus d'une certaine façon, mais qui ont été réelles pendant un bon bout de temps. Alors, une petite question quand même de ma part. 53% des personnes, enfin des Français, se déclarent athées, indifférents ou agnostiques. Donc ça, c'est intéressant. Quelles sources permettent d'attester ce chiffre et comment on peut voir des enquêtes un petit peu sur le fait religieux en France ou ailleurs? Il y a plusieurs sources. Il y a eu plusieurs sondages qui ont été faits. J'ai le chiffre en tête, mais je n'ai pas le nom des sondages. Et il y a eu une grande enquête Gallup aux États-Unis qui a été faite sur l'état de l'athéisme dans le monde. Voilà. Il y a aussi tout un ensemble d'enquêtes faites par des mouvements humanistes internationaux qui chaque année d'ailleurs publient un état des lieux de l'humanisme. Alors l'humanisme, en fin de compte, c'est une autre forme de dire ceux qui ne croient en rien, c'est un peu l'humanisme athée d'une certaine façon, c'est un peu ça, qui sortent quand même des chiffres chaque année. On a ça. Alors, en France, il y a eu 2-3 sondages qui ont été faits, qui tiennent la route quand même. Bon, le très gros sondage massif qui serait indiscutable n'a pas été fait, mais bon, on a des regroupements quand même à peu près fiables. Et puis surtout, il y a le côté toutes les transformations sociétales qui sont prises en compte, qui sont aussi d'une certaine façon un indicateur, quoi. Voilà. Mais sans ça, alors, j'ai un certain nombre de sondages que je pourrais te transmettre. Oui, il y a aussi, plus basiquement, les archives diocésaines avec le nombre de baptêmes, le nombre de mariages. Oui. Qui sont vrais pour les 3 monothéismes. Je ne parle pas des enterrements, parce que ça peut être tout et rien, mais le nombre de baptêmes, j'ai quand même un acte fort, et le nombre de mariages, tant pour les religions chrétiennes que pour les 3 monothéismes, sont enregistrés en préfecture régulièrement. Oui, il y a ça aussi, oui. Non, mais il y a effectivement... Le mouvement est quand même clair. Le mouvement de déchristianisation, si on parle de ça, c'est pas une vue de l'esprit de libres penseurs qui veulent se faire plaisir. C'est une réalité. C'est une réalité dans nos sociétés. Une réalité à plusieurs niveaux. Donc c'est une réalité au niveau des pratiques religieuses. C'est très clair, mais c'est surtout au niveau culturel. Alors pourquoi je parle de ce niveau culturel ? Parce que actuellement, une des options
de l'Église catholique, qui voit bien qu'elle est en perte de vitesse, c'est de se rattacher à la dimension culturelle et patrimoniale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même le savoir, un certain nombre de villages n'ont plus les moyens d'entretenir certaines églises. Des églises construites en 1880 au début du XXe, qui sont du néo-gothique, on ne sait pas trop, certains villages n'ont pas de quoi les entretenir. Ils les rasent. En région Moselle, Alsace plutôt, dans un petit village qui était près de Markolsheim, il y avait la synagogue. La synagogue, plus personne n'y allait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, malheureusement, pour des raisons que vous savez. La synagogue a été transformée en bibliothèque municipale. Tous les jours, on a des exemples comme ça où, voilà. Alors, Madame disait, effectivement, il y a du monde dans les églises, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça, et c'est surtout que ce qui inquiète un certain monde catholique actuellement en France, c'est que ceux qui fréquentent les églises, je ne dis pas ça pour vous, Madame, sont malheureusement les catholiques les plus intégristes. Et qu'un certain catholicisme qu'on peut appeler de gauche ou progressiste ou autrement déserte parce qu'il se déchristianise lui-même d'une certaine façon. Donc il y a quelque chose qui est quand même, je pense, un travail de fond, une lame de fond dont on n'est pas au bout, qu'il faut surveiller. Eh bien, merci beaucoup Thierry, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup, magnifique émission encore. Eh bien, nous allons pouvoir nous quitter, mais avant de vous quitter, je vous annonce la prochaine. On va parler de laïcité et la cancel culture, ainsi que le wok. Et on aura Jean-Noël Amadei, qui est le directeur général de l'Actis. C'est les actions pour les collectivités territoriales et l'initiative sociale, sportive, culturelle et éducative, qui viendra nous entretenir de ce sujet. Voilà, eh bien, merci à tous et à très bientôt. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.